C'est en 1931 que la menace de chômage ramena ma famille de Lyon au terroir. Mon père quitta le bureau d'une usine de soierie et par l'intermédiaire d'une vieille connaissance, il obtint une place de chef de culture à l'asile de Saint-Alban en Lozère. J'avais alors 9 ans et il va sans dire que je ne songeais pas à devenir infirmier. La mécanique me passionnait plus que les seringues. Par ailleurs, l'asile et même la ferme où mon père travaillait était une vraie prison. On n'avait pas même le droit d'aller voir notre père qui était enfermé 12 heures par jour. Je me rappelle qu'une fois, je suis allé avec ma mère, c'était au cours d'une promenade, rôdant autour des murs, que mon père osa nous inviter à entrer. Je me rappelle que mon père était dégoûté du travail et de l'atmosphère de manque de liberté qu'on respirait à l'asile. En 1934, je ne sais à la suite de quelles difficultés, mon père fut relevé de chef de culture et converti en infirmier, chef de quartier. Il n'en était pas plus satisfait, mais il était en droit de se dire qu'il avait au moins un peu moins de travail. Je suis allé à l'école du village jusqu'en 1938 et j'ai mon certificat d'études et un certificat supérieur secondaire. Les livres m'avaient détourné de ma passion pour la mécanique et je crois que j'en suis arrivé tout naturellement à l'idée d'entrer, moi aussi, à l'asile. J'étais fils unique et mes parents ne tenaient pas à m'éloigner. Toutefois, je ne songeais pas à devenir gardien. Je visais à obtenir une place dans les bureaux. Les gardiens avaient mauvaise réputation dans le village et dans la campagne environnante. Je ne venais pas non plus devenir esclave, et il me semblait que les malades et les gardiens étaient comme la pile et la face d'une même médaille. Asservissement, discipline, surveillance, ennui. Ma mère fut aussi employée à l'asile, bonne, au service des femmes. C'était la supérieure de la communauté qui embauchait, ne voulant pas entendre parler d'infirmières. Les sœurs, elles, préféraient avoir des boniches. Il y avait donc à l'époque des gardiens, des bonnes, des sœurs et des employés. Ces derniers étaient ceux des bureaux. J'aspirais à entrer dans cette dernière catégorie. Le double traitement nous permettait de vivre à peu près. Mais ma mère se faisait difficilement au travail et ne put continuer longtemps. Pour ma famille et pour tout le monde, l'asile était un gagne-pain comme n'importe où. Les paysans de Saint-Alban et des alentours, lorsqu'ils cherchaient du travail à l'asile, c'était plutôt en hiver. On pouvait, disait-on, s'y reposer et gagner quelques sous tout en étant nourri, logé et habillé. Du temps de mon père, il n'y a pas si longtemps, le travail était dégradant et par là très pénible. On vivait enfermé avec les malades, sans électricité, dans l'inactivité la plus complète, sans jamais voir le docteur ou presque. Il s'agissait d'éviter que les malades puissent s'évader ou s'entretuer, c'était tout. Pour les conseillers généraux, membres de la commission de surveillance, les employés de l'administration et peut-être même pour les médecins, l'asile était pratiquement une dépense inutile. Il fallait bien donner à manger et habiller ces malheureux. Leur vie était toujours escamotée. Tout gosse, je me rappelle avoir vu le quartier des Gâteux. J'en tremble et j'en vomis encore. Il y avait un mort, mais c'est la mauvaise odeur. Et ces quelques malades plus ou moins nus dans la paille souillée que je vois encore devant mes yeux. C'est mon chef de quartier actuel qui m'appela un jour pour me faire visiter son quartier. J'allais à l'école et passais juste devant le portail entrouvert. Les visites à l'asile étaient interdites. Mais les gardiens avaient un plaisir malsain à tourner le règlement. Je vois toujours cette tinette au beau milieu du dortoir, encore toute pleine des excréments de la nuit. Les odeurs n'épargnaient pas la chambre où les gardiens se tenaient le plus souvent, où ils prenaient leur repas dans une indifférence étonnante, mais nécessaire pour pouvoir tenir. Ce n'était pas une visite pour éveiller ma vocation d'infirmier. Il y avait des malades qui sortaient. Je me rappelle avoir vu dans les champs ces équipes de malades mal habillés, mal propres, en procession.
jeter les ordures à 2 ou 3 kilomètres de l'enceinte, la procession des tinettes. En 1936, une épidémie de typhoïde ravagea l'asile. En dehors de nombreux morts, cette catastrophe fut un bien. Des gardiens deviennent par la force des choses des infirmiers. On prit des mesures d'hygiène, on installa des baignoires, des cabinets. On construisit aussi une infirmerie. D'autre part, avec les lois sociales et les 40 heures, on embauche à dur. Cependant, la guerre éclata. Mon père est mobilisé et ma mère reste seule à travailler à l'asile, où les choses prennent peu à peu une autre tournure. On la baptise alors hôpital psychiatrique. J'envisage de rester sur place et si possible d'obtenir une place d'infirmier. J'ai alors 18 ans. La guerre peut être longue, comprenez-vous. Je peux être mobilisé à mon tour, et si je suis infirmier, je pourrais certainement me planquer. Malgré le manque d'hommes, on me dit que je suis encore trop jeune, et d'ailleurs la guerre finit en queue de poisson. Me voilà mobilisé au chantier de jeunesse. Je me suis cependant fait inscrire postulant à un poste à l'hôpital, et de retour au village, je suis appelé pour passer un concours. Un concours ? Qu'est-ce que vous me dites là ? Ce n'était plus le temps où on embauchait parce que le maire, le conseiller départemental, le député, le curé, la supérieure ou le greffier écrivaient un billet doux au directeur. Inutile de faire cadeau d'une livre de beurre ou d'un poulet. On nous plaça comme à l'école, et ce fut drôle et surprenant. On nous montra des taches d'encre, des photos, des bouts de bois à rassembler. On nous posa des questions dont nous n'étions pas loin de penser que c'était une invention de fou. Est-il vrai qu'un malade dise qu'il entend des voix provenant du tombeau de Napoléon ? Que faut-il faire si en prenant la température à un malade, vous voyez que le thermomètre monte à 50 degrés ? Ensuite, on nous présente une table sur laquelle sont déposés certains objets qu'il faut dénommer. Seringue, embout, piston, aiguille, marteau réflexe, sonde. Puis on nous fait faire un lit normal et ensuite pour gâteux, avec à l'aise. Je me trouble un peu, puis ça m'amuse. Et me voilà déclaré admissible. Toutefois, les Allemands en décident autrement et j'embarque comme STO en Allemagne. Puis je goûte les délices de la prison, du cachot et du camp de concentration de Buchenwald. 1945. Me voilà bien mûr et bien plus maigre. Une bonne année de repos et de bons soins, et peu à peu, la santé et la gaieté reviennent. Je travaille au bureau de la perception, 6 mois, mais je sens que la vie de bureau m'étouffe. De rapides transformations s'amorcent à l'hôpital. On sait qu'on y soigne activement des malades. On en voit guérir et partir content. On en voit partout se promener seul. On sait qu'on y fait des jeux, des séances de théâtre. Je demande à nouveau d'être admis et le médecin directeur m'offre le choix de travailler comme infirmier ou comme commis à l'administration. Cette fois, c'est moi-même qui choisis de devenir infirmier. On me plaça stagiaire à l'infirmerie générale, près des gâteux. Ça sentait bien moins mauvais. Les malades n'étaient plus dans la paille et couchaient sur des lits, comme tout le monde. Il fallait en lever un certain nombre toutes les 3 heures. J'appris à manipuler les seringues et faire les pansements. On entendait parler toute la journée d'ergothérapie et d'autres mots savants. Mes copains m'ont vite appris ce qu'ils signifiaient, mais on sentait un malaise général en discutant de l'orientation que l'hôpital prenait. D'ailleurs, on parlait plus qu'on en faisait. On soignait les malades entrants, mais on laissait souvent les chroniques à leurs habitudes. Des essais répétés d'occuper les malades échouent. Mon père, vieil habitué, me disait bien que lorsque les malades chroniques étaient occupés à un travail quelconque, ils ne s'agitaient pas. Mais les efforts des uns et des autres manquaient de continuité et de foi. Le vieux gardien, ayant appris à donner des soins médicaux, pouvait finir son travail en 2 heures. Quelques piqûres, le ménage, les repas. D'autres se donnaient davantage à organiser quelques jeux et distractions, des occupations. Je me suis joint à ces derniers, pas trop emballé. On se sentait mal vu des anciens. Parfois, on croyait bien faire et on avait des tuiles. Alors les anciens rigolaient. Ils n'hésitaient pas à nous lancer au nez toute leur sagesse. Le secret de l'administration, c'est de rester tranquille.
de ne pas se faire remarquer. Pas d'initiative, pas de tuiles. Il valait mieux se tenir tranquille et faire sa journée comme les autres. J'étais fier d'avoir appris à faire des piqûres, m'occuper parfois des traitements délicats. Alors on s'organise, on organise des cours, ce qui soulève des hauts cris. C'est bon pour les jeunes, déclarent les anciens, non sans crainte pour leur propre avenir. J'ai mis 3 années à passer mes diplômes. Je dirais qu'un bon infirmier devrait avoir fait des études de plus prolongées, 4 années, et à condition de fréquenter des malades. Plus tard, je suis envoyé au château de l'Orbélière, où le centre d'entraînement aux méthodes actives était organisé avec le docteur Domaison. Un stage pour infirmiers psychiatriques. Dans un monde de malades, où chacun vit isolé dans sa particularité, l'infirmier doit essayer de devenir le canal par où les liens intersociaux se réunissent, parfois bien difficilement et avec des heurts ou des méprises multiples. Il ne s'agit pas de faire des gestes d'infirmier, il s'agit de vivre et d'être parmi les malades, de collaborer à leur société naissante, de l'orienter sans l'étouffer. En dehors de cette reprise de la vie sociale, il n'y a pas de thérapeutique physique qui puisse prétendre à l'efficacité par elle seule. On comprend aussi que les connaissances techniques, psychologiques des infirmiers doivent être poussées, bien que, à mon avis, ce qu'on apprend dans les livres soit en grande partie du blabla, sans aucun rapport avec les besoins pratiques. Je pense que notre métier nous convertit par la force des choses à être des conducteurs d'hommes. L'hôpital devient une société réduite où les menus problèmes qui se trouvent dans le monde extérieur se manifestent d'une façon caricaturale. Pour nous, notre perpétuelle tentation, reflet du modèle et des exigences du dehors, est de nous conduire en maître absolu, céder aux insistances des intérêts des groupes naturels qui se créent par l'existence matérielle de l'hôpital. Il y a sans doute un conflit perpétuel renaissant que tous les infirmiers vivent dans la pratique, bien que le plus souvent ils endossent paisiblement, tel qu'un fait extérieur à la réalité de la vie des quartiers, comme un caprice ou une mésentente entre les ordres de l'administration et ceux du médecin. Ceci désoriente la plupart d'entre nous, un certain nombre haussant les épaules. N'avons-nous pas une famille à nourrir et une vie privée à défendre? On essaie de fuir le conflit, mais c'est en vain. La réalité de nous, de tous les jours, pèse lourdement. Ça ne sert à rien de se réfugier dans l'indifférence devant des hommes qui nous ont été confiés. Il faut dire que les malades manquent souvent de sympathie et d'égards envers nous. Ce qui facilite le refuge des infirmiers gardiens dans l'indifférence et le je m'en foutisme. Les faits, les hommes, les conflits sont là, et on y répond quand même sans le savoir. Ainsi, la vie intérieure d'un hôpital psychiatrique est remuée et soulevée par des mouvements et des aspirations spontanées des infirmiers ou des employés qui se définissent alors comme des groupes en lutte ou des clans. Les infirmières laïques diplômées ne sont-elles pas exclues des réunions et des discussions que le médecin a régulièrement avec les religieuses? Ne voit-on pas souvent réduite toute initiative de ces infirmières aux travaux de nettoyage? Ne voit-on pas, même dans les réunions syndicales, afficher sans honte une différence de clan entre ouvriers et infirmiers? Ne voit-on pas, dans certains hôpitaux psychiatriques, des frères très dévoués s'enfermer avec leurs malades dans leur quartier et essayer de resquiller aux autres tout ce qu'ils peuvent? Ne les voit-on pas, presque en état de guerre civile, comme des seigneurs féodaux dans une ambiance moyenâgeuse faite de pères, de serfs et d'esclaves? Le changement perpétuel de directeurs et de médecins que l'administration centrale permet ou encourage facilite d'ailleurs considérablement ces mouvements et ces groupements qui tournent le dos au but thérapeutique et à la vie sociale des malades ou à la réadaptation. L'ambiance des hôpitaux psychiatriques ne peut être convertie en ambiance de cure qu'en surmontant ces difficultés et par une prise de conscience progressive du métier d'infirmier psychiatrique. Je ne dis point que pour certains malades, le simple repos, l'indifférence, le manque de stimulation sociale classique ne soit pas un facteur d'adaptation et peut-être de guérison, mais ceci n'est que le cas d'une infime minorité.
Il n'est pas possible de mener une thérapeutique sociale efficace sans la participation active et constante de tout le personnel infirmier et administratif. Cette conscience ne s'acquiert pas sans la pratique, mais cette pratique, encore, il faut pouvoir la réaliser. Les médecins eux-mêmes agissent parfois dans leur secret thérapeutique sans songer à nous confier ou prévenir à fond des problèmes essentiels des malades ou de la manière de les aborder, ce qui crée un grand nombre de méprises ou de gaffes, surtout pour les malades nouveaux, gaffes pour lesquelles, après, on reçoit des réprimandes. Peut-être n'ont-ils pas le temps, mais parfois, nous avons l'impression qu'il y a de leur part un besoin névrotique d'affirmation de leur classe sociale ou de mépris culturel pour les infirmiers indécrottables. Écho lointain, mais écho certain, de l'opinion des paysans de mon enfance lorsque on nous considérait comme des gardiens fainéants et soulards. Le Conseil général ne s'alarme-t-il pas à chaque proposition d'augmenter l'effectif du personnel soignant, bien que cet effectif soit encore très inférieur aux chiffres réglementaires décrétés par le même Conseil général? Je sais néanmoins que je suis souvent seul avec 2 ou 3 malades au cours d'une insulinothérapie, que je n'ai pas un camarade pour me remplacer à la réunion du journal ou du club, ou pour organiser une fête, que je suis obligé de prendre la veille et le jour suivant revenir pour stimuler les ouvriers de l'imprimerie, qu'il me faut attendre 2 heures à l'encéphalographie, tandis qu'on ne pourra peut-être pas soustraire un infirmier du quartier pour aller à la cuisine chercher le repas ou toute autre corvée. Je sais que de ce manque de personnel dépend parfois la guérison d'un homme, le bien-être de tous. J'ai eu chaud dernièrement, lorsque je me suis vu seul en face d'un malade bleu et avec la respiration arrêtée au cours d'une insulinothérapie. Pratiquer la respiration artificielle et faire une injection intraveineuse de sucre en même temps, je ne pouvais attendre l'arrivée occasionnelle de l'interne ou du médecin. Je ne pouvais attendre que le Conseil général approuve d'augmenter les effectifs, c'est-à-dire, moi, je pouvais attendre. La loi elle-même pourrait me punir pour l'avoir fait, l'injection intraveineuse réservée aux médecins. C'est le malade qui ne pouvait pas attendre. Il serait facile d'accuser, de relever des incompétences ou de la mauvaise volonté, tantôt chez les administrateurs, tantôt chez les médecins, tantôt chez les infirmiers. Chacun de ces éléments pris en soi fait ce qu'il peut, ce qu'il croit être sa tâche. Le problème n'est pas là. Ces critiques qui nous viennent facilement à la bouche et qui amènent à l'indignation la plus justifiée sont des alibis. Bien que nous ayons vu progressivement à Saint-Alban que la vie de l'hôpital devenait plus transparente pour soi et plus communicante pour l'entourage, bien que nos malades aient pu établir des contacts qui ont fait perdre la peur et tomber les réticences que le public a en général vis-à-vis des malades mentaux, il reste que la situation de nos malades et nos soins signifie volontiers ce mépris de l'homme pour l'homme dont notre civilisation a fait maintes fois la preuve et dont il nous est possible de constater les effets à Buchenwald. D'une race différente, les saints, SAINS, ni la personnalité des malades. À leur tour, ceux qui les côtoient par métier croient maintenir leur personnalité sous la rigidité des formes et des règlements. Le reste s'ensuit.